Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube d'Ibou. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis en compagnie de Marie de Reims. Salut Marie, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la série. Exactement, troisième vidéo de la série Valeurs de Coupe du Monde. On a voulu un petit peu détendre l'atmosphère avec Marie et donc de s'intéresser un petit peu aux sociétés qui font la Coupe du Monde. Et forcément, quand on parle de Coupe du Monde, on parle de sport. Et quand on parle de sport, on parle évidemment de qui? De Nike, qui est le leader incontesté. On en a fait une vidéo avec Marie, vous pouvez la retrouver. Je vais vous la mettre en description et tout ça. Elle est disponible sur la chaîne YouTube d'Ibou. Et forcément, quand on s'intéresse à Nike, il faut aussi s'intéresser au grand rival Adidas, l'allemand Adidas, qui a une histoire très particulière, très intéressante, passionnante, que Marie a très bien racontée, et surtout qui est en plein redressement. Donc c'est un dossier qui est encore plus intéressant presque que Nike. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur Adidas. Mais aujourd'hui, on va parler d'un troisième nom dont on a parlé à chaque fois d'ailleurs, parce que c'est un nom qui revient et surtout qui vient de plus en plus dans les discours lorsqu'on parle de ces sociétés dans le sport. Et donc, on va parler de Anta aujourd'hui, Marie, c'est ça? Exactement. Anta, un nom qui est revenu plusieurs fois donc, quand on Ouais. parlait des deux grands leaders du secteur. Anta, c'est le troisième capitalisation en bourse du secteur, troisième en chiffre d'affaires également, et qui vient également de reprendre Puma, le quatrième, un tiers de Puma. Et en plus de Puma, il est actionnaire de Salomon et d'Arc'teryx, des marques qu'on connaît en Europe. Et bien sûr, il est aussi très puissant en Chine, son territoire natal. Donc voilà, aujourd'hui, on a décidé de lui consacrer enfin un épisode entier. Et vous allez voir, c'est un dossier qui est passionnant. Ouais, d'ailleurs, vous l'avez beaucoup demandé dans les commentaires YouTube, donc on répond à votre demande. Et sans mauvais jeu de mots, Marie, lié au sport, évidemment, on va voir que Anta, c'est un changement de terrain complet. Changement de terrain complet. Très bon jeu de mots et très bon résumé exactement. On quitte l'Europe d'Adidas, l'Amérique de Nike pour Hong Kong, où Anta est coté. Alors aujourd'hui, vous le voyez, hein, le cours vaut à peu près 71 $ de Hong Kong. Ouais. On est quasi à moins 2 écarts types sur la droite de régression. Donc même des codes qu'Adidas, mais pas non plus à l'extrême, parce qu'on est quand même, on n'est pas encore tout à fait à moins 2. Sauf qu'ici, à la différence d'Adidas, il n'y a pas eu de crise chez Anta. Donc, il n'y a pas de justification intrinsèque à l'entreprise à la décote actuelle. Anta, c'est une machine, c'est l'histoire d'une machine qui n'a quasiment jamais cessé de monter et que le marché boude quand même depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ouais, et donc si je comprends bien, en fait, la question est encore une fois pas la même que Nike, encore une fois pas la même qu'Adidas, c'est ça? Non, exactement. Sur Adidas notamment, on se demandait combien du redressement en cours est déjà dans le cours, Ouais. sans mauvais jeu de mots là encore. Sur Anta, la question est plus troublante. On peut se dire, mais pourquoi une entreprise de cette qualité, on va rentrer dans les détails juste après, hein, qui croit à 2 chiffres depuis 15 ans et plus, se paye-t-elle aussi peu cher? Et autrement dit, est-ce que c'est une décote injustifiée ou est-ce qu'il y a un piège qu'on ne voit pas? Ouais, mais d'abord commençons par le commencement parce qu'en Europe, très peu de gens savent ce qu'est Anta. Je vais vous le résumer vraiment en une phrase. C'est une entreprise qui a été fondée en 95 dans une province chinoise. 91, ouais. Euh, ouais, pardon, 91, excuse-moi, j'ai dit 95, 91. Bon, l'histoire de départ, elle est presque un peu cliché, hein. C'est une petite fabrique de chaussures dans une région où il y avait des centaines d'ateliers identiques, rien qui l'a distingué au début. Mais la question, c'est celle-ci, c'est comment est-ce qu'on passe d'un atelier local au troisième acteur mondial. C'est ça, Marie? Exactement. Et ben en fait, c'est le fondateur qui a eu à la fois une très bonne intuition et un bon sens du timing. Mm. Et donc, dans les années 2000, il a compris avant tout le monde que la classe moyenne chinoise allait exploser et qu'elle allait vouloir, entre autres, hein, des marques de sport. Et donc, il a investi massivement dans le marketing. Il a sponsorisé le comité olympique chinois. Il s'est associé à des stars du basket et Anta est devenue la marque de sport nationale chinoise, la Chine étant le plus grand marché du monde. Et donc, son entreprise entre en bourse à Hong Kong dès 2007, donc 16 ans après sa création de ce petit atelier indifférencié. Et ça, c'est même pas en fait le vrai coup de génie parce qu'il arrive après. Exactement. Le vrai coup de génie, c'est qu'il a compris ensuite, après avoir fait ça, qu'une seule marque ne suffirait pas. Mm. Et donc, Anta, le groupe Anta, a construit ce qu'on appelle une stratégie multimarque. Et c'est là que ça devient un cas d'école. Plutôt que de tout miser sur ce logo Anta qui est sino-chinois, hein, ils ont racheté et fait grandir
tout un portefeuille de marques, chacune sur un créneau différent. C'est exactement, en fait, si vous voulez, le modèle d'un LVMH, mais appliqué au sport. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, on va quand même situer Anta dans le paysage, parce qu'on, tu l'as dit, c'est quand même, au départ, en tout cas, chinois. Où se place-t-il face aux géants, Marie, Anta? Et ben, je vous Ah, remets, pardon, pardon, excuse-moi. pas de problème, on a zappé ensemble. Je vous remets cette présentation, enfin, ce panorama du secteur que vous commencez à connaître, je pense. Ouais. On a donc dans le secteur du sport 5 grands acteurs qui dominent. Donc Nike, on l'a vu, écrasant avec plus de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Adidas, numéro 2, assez loin derrière quand même, à 25 milliards d'euros de ventes. Et Anta, dont on parle aujourd'hui, 11 milliards d'euros de ventes, mais une capitalisation boursière de 21 milliards, donc pas si loin de celle d'Adidas en bourse qui est à 31, alors qu'ils vendent plus de 2 fois moins. Et Anta qui, en plus, a pris 30% de Puma, le quatrième. Puma, beaucoup plus petit, 9 milliards de ventes, 4 milliards de capi, donc 4 milliards dont 1,3 milliard du coup qui sont désormais dans l'escarcelle d'Anta. Et enfin le petit dernier, New Balance, 8 milliards, mais qui n'est pas coté, donc qui est plus difficile à étudier sur le plan fondamental. Ouais, tu l'as dit, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est qu'on remarque que Anta est déjà valorisé quasiment la même chose qu'Adidas. Exactement, enfin pas loin, disons. Ouais. Et en même temps, quand on regarde le profil du groupe, c'est assez logique. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. En un coup d'œil, Anta, ils ont 3 grands segments. Alors on en a parlé, le premier, c'est la marque Anta elle-même, 44% du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment la marque du peuple chinois, très forte dans le basketball, avec des stars NBA comme Kyrie Irving, etc. Et également très forte dans le running abordable. Donc c'est le plus gros contributeur du groupe. Je vois Maxime qui se marre, donc j'ai dû écorcher le nom, mais effectivement, excusez-moi. Kyrie Irving, je te le donne. Oh, Kyrie j'étais pas Irving. si loin. Non, t'étais pas si loin. T'étais pas J'aurais pu si l'appeler loin. Kyrie, tu sais, Oui, franchement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolée, le basket et moi, ça fait je pense. Bref, basket, running abordable. Et donc, Anta, c'est le plus gros contributeur du groupe, on l'a vu, 44% des ventes. Mais un point capital, c'est une marque qui est presque uniquement vendue en Chine. Et en dehors de Chine, le nom Anta est quasiment inconnu. On connaît parfois, ceux qui font de la bourse connaissent la boîte en tant qu'investissement, mais très, très rarement en tant que marque. Le deuxième, c'est Fila. Fila qui représente 35% du chiffre d'affaires. Alors, Anta, petite nuance, ne possède pas Fila dans le monde, mais seulement les droits de la marque en Chine qu'il a racheté en 2009. Et donc, il a pris cette marque italienne, alors en perte, et d'ailleurs qui n'est toujours pas très hype dans le reste du monde, et l'a transformée en label mode sport haut de gamme, très rentable, avec des marges allant de 25 à 30%, donc une vraie vache à lait. Mais comme la marque Anta, rappelez-vous, ils ont acheté les droits seulement pour la Chine, et donc c'est un succès qui est lui aussi 100% chinois. Mais c'est quand même impressionnant parce qu'ils ont pris une marque endormie et ils en ont fait une vraie pépite sur leur territoire national. Voilà. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que numéro 1, chinois, Anta, 44% du chiffre d'affaires. Numéro 2, Fila, également uniquement pour la Chine, 35%. On arrive à 80% du chiffre d'affaires en Chine. Donc, vous voyez tout à fait le panorama. On est vraiment sur une entreprise qui, quand même, aujourd'hui, fait toutes ses ventes en Chine. Le troisième segment, donc seulement 21% du chiffre d'affaires, mais qui est aussi le plus dynamique, c'est ça qui nous intéresse, regroupe toutes les autres marques rachetées au fil du temps par Anta. Quand je dis que c'est très dynamique, je parle d'une croissance de 60% en un an. Donc c'est vraiment la fusée du groupe, même si c'est encore minoritaire. Et là, pour le coup, c'est plus international. Et donc, ce segment regroupe différentes marques. Alors, on a Descente, qui est une marque japonaise de ski et de technique, qui a dépassé pour la première fois les 10 milliards de yuan de vente en 2025. Colon Sport, qui est un acteur de l'outdoor coréen. Et ensuite, on sort de l'Asie. On a Jack Wolfskin. Pour le coup, c'est un Allemand également dans l'outdoor qui vient d'être acheté, qui donne un pied en Europe à Anta. On a Amer Sports. Alors là, c'est vraiment le joyau international du groupe. C'est un groupe finlandais. Anta en est l'actionnaire majoritaire. Et donc, Amer Sports détient Arc'teryx. Donc, c'est une marque de techwear qui est devenue ultra tendance. Ouais. J'entends Maxime qui grogne d'approbation. Donc, ce grand sportif doit apprécier. C'est un peu le Hermès de la doudoune, si vous voulez. On a Salomon en running et outdoor. Ça, Salomon, même moi, je connais. Wilson, numéro 1 du tennis, je connais également parce que j'ai un peu le niveau de Federer, si vous voulez. Bien sûr. Et donc, Amer, c'est 70% de ses produits qui sont vendus hors de Chine, aux États-Unis et en Europe. Et donc, c'est par Amer et seulement par Amer ou quasi que Anta accède vraiment aux clients occidentaux. Et donc, c'est une pépite qui s'envole. Toutes les marques progressent beaucoup. Arc'teryx dépassait 6 milliards de dollars. Salomon a franchi les 2 milliards.
Amer a fait plus de 27% de croissance en 2025. Ouais, donc quand on achète Anta, on achète tout ça. Exactement. On achète un conglomérat, le leader chinois du sport, une pépite mode chinoise avec Fila, des marques outdoor en pleine explosion et une exposition au programme mondial avec Amer. Mais voilà, on l'a dit, quand on regarde la structure du chiffre d'affaires, aujourd'hui, les deux marques qui font le gros du business, Anta et Fila, 80% du chiffre d'affaires, sont donc chinoises et la vraie, vraiment internationale, qui est donc Amer Sports, reste minoritaire. Donc, c'est vraiment, encore aujourd'hui, un investissement principalement lié au marché chinois. Ouais, mais malgré tout, on va le remarquer, en fait, l'internationalisation, pardon, s'accélère. Oui, alors déjà, on l'a vu déjà parce que Amer, donc la partie autre marque hors Chine a fait 60% de croissance en 2025. Ouais. Amer à lui seul a fait 27% de croissance en 2025. Donc déjà, mécaniquement, comme ça croît plus vite que le reste, la part de l'international va augmenter. Bien sûr. Et en plus, en janvier dernier, Anta, on l'a mentionné, a pris 29% de participation dans Puma. Et donc, ils sont devenus le premier actionnaire de Puma. Donc, ça leur offre un accès stratégique au football européen, au lifestyle mondial, donc deux segments où ils étaient historiquement faibles. Donc, ils ne se contentent plus de dominer la Chine, où ils sont, rappelons-le, numéro 1 devant Nike notamment, hein, mais ils rachètent également les marques occidentales pour absorber leur savoir-faire et leur marché. Et au-delà des marques, Marie, qu'est-ce qui fait la force de Antasport? Eh bien, bon, les marques, donc, comme tu le disais, également des avantages qui sont à la fois logistiques, enfin des forces, pardon, qui sont à la fois logistiques et financières. Déjà, ils ont un modèle de vente directe aux consommateurs, ce qui leur permet de capter toute la marge, hein, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas à payer des boutiques, des trucs, etc. Ensuite, la vitesse, ça c'est très important. Ils sont capables de sortir un nouveau modèle en moins de 3 mois. Nike, c'est 9 mois. Donc ça leur permet vraiment de coller à la tendance très rapidement. Et enfin, dernier point fort, c'est l'innovation. Ils ont des technologies de running de performance qui ont rattrapé celles des leaders. Et donc, eux, en Chine, ils gagnent des parts de marché pendant que les Occidentaux en perdent sur ce segment. Ouais, et puis il y a un autre point que tu viens d'évoquer qui est en fait vraiment non négligeable, c'est le rachat de Puma. Oui, c'est vraiment l'événement du secteur de ces dernières années. Donc, avant Puma, c'était la famille Pinault qui avait ses parts. Elle avait 29% de Puma donc depuis 2018, donc les Pinault de Kering, de Gucci, etc. hein. Puma allait mal. Il y a eu un enchaînement de trimestres décevants, un cours de bourse divisé par 2 en un an. Et le repreneur, coucou, c'est moi, c'est Anta. Et donc, ils ont déboursé 1,5 milliard d'euros, donc en gros 35 euros par action, donc une prime quand même de plus de 60% sur c'est le pas dernier rien. cours avant cette prise. Donc oui, ils ont mis les moyens et ils sont devenus le premier actionnaire de Puma. Et donc ça devrait être bouclé, cette opération, d'ici à la fin 2026. Et qu'est-ce que ça raconte tout ça au fond? Eh bien, ça raconte le basculement du secteur. Rappelez-vous, Adidas, les deux frères, la rivière au milieu, les deux marques nées face à face en Bavière. Eh bien, Puma, cette marque du petit frère Rudolf, passe aujourd'hui sous contrôle chinois. Et donc, le centre de gravité de l'industrie du sport se déplace vers l'Asie et Anta en est tout simplement le bras armé. Attention, hein, ils ont bien précisé qu'ils n'avaient pas de projet de rachat total de Puma et qu'ils veulent préserver l'autonomie et l'identité allemande de Puma. Donc là, c'est vraiment, on est dans une prise de participation stratégique, pas dans une absorption. Donc en fait, pour notre dossier, Anta, c'est plus juste un simple acteur chinois. Non, c'est vraiment un consolidateur mondial. Et ils ne sont pas en train de subir la concurrence occidentale, ils la rachètent. Et ça, c'est un gros changement de statut pour eux. Bon, passons au compte maintenant, Marie, parce que jusqu'ici, on a parlé stratégie. Est-ce que la machine économique, elle suit? Elle fait mieux que suivre, hein, ça se Ouais, on voit le voit. en un coup d'œil. Là où Adidas, rappelez-vous, il y avait un trou suivi d'un rebond, là où Nike avait un trou. Anta, ça raconte tout l'inverse. C'est vraiment la régularité à un haut niveau. Le graphique, encore une fois, parle de lui-même. Hein. On le voit, chiffre d'affaires en croissance forte et continue. On est à plus 21% par an de croissance moyenne sur 10 ans sans à-coup. Ça ralentit un petit peu ces dernières années, mais on reste sur des croissances proches de 15% par an, même dans le ralentissement. En 2025, ils ont passé pour la première fois la barre des 80 milliards de yuan, ce qui est un record, hein, avec encore une croissance de 13%. Ouais, un graphique que vous pouvez retrouver sur le site Ibou, hein. Je vous mettrai le lien de la fiche data Antasport. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais vous le mettre gratuitement, comme ça vous y aurez accès directement. Et les marges, on voit qu'elles suivent aussi un petit peu. Oui, elles suivent, et ça, c'est le vrai marqueur de qualité. La marge opérationnelle, donc, qui est en rouge, hein, restait entre 21 et 26% sur toute la décennie, en moyenne à 23-24%. Hein. Donc, c'est le double d'Adidas et de Nike. Hein. C'est vraiment
remarquable de niveau et également de stabilité. Et le bénéfice par action a progressé de plus de 19% par an sur 10 ans avec seulement 3 années de baisse. Donc on voit que c'est à peu près dans la lignée de la croissance du chiffre d'affaires qui était à 21%. Donc en plus, c'est une croissance qui bénéficie à l'actionnaire également. Ouais, 3 années de baisse, dont 2025, justement, où le bénéfice recule. Oui, mais si on regarde de plus près, ce recul de 13% en 2025, donc c'est pas rien. En fait, Non. il vient d'un effet de base qui est lié à Mersports, ce fameux groupe finlandais international. Et c'est pas une dégradation opérationnelle, c'est juste un effet de base. L'entreprise elle-même continue de tourner à plein régime. Donc, c'est un point qui est technique important. Le moteur n'est pas cassé là, c'est juste une sorte d'effet de base. Ouais, et en parlant de moteur, le fameux moteur que nous, on adore chez eBook, on regarde beaucoup, la rentabilité des capitaux propres, elle est comment, Marie? Eh bien, elle est exceptionnelle. Et surtout, elle est d'une régularité rare. Sur 10 ans, en moyenne, elle est de 23,7%, sans aucune année négative. Ils ont toujours gagné de l'argent. Mm. Elle a très légèrement décliné, si on chipote un peu. Elle était à 23,8% il y a 10 ans, à 21,2% en 2025. Mais rappelez-vous, il y a ce fameux effet de base qui a joué. Mais ça reste un palier toujours très élevé. Donc, le moteur ralentit parfois, mais il ne casse jamais. Et quand il ralentit, c'est très peu. Et donc, c'est vraiment un profil qui est l'exact inverse de l'IDAS. Pas trop à rattraper, mais une machine qui compose à 20% par an depuis 10 ans. Et la seule inflexion, c'est une rentabilité qui se tasse en douceur depuis un sommet, mais un tassement très léger là encore. Le bilan est solide. Le dividende offre actuellement un rendement quand même qui est aux environs de 3,5%, donc c'est pas rien. Donc voilà, on a vraiment une machine qui a une croissance à deux chiffres chaque année, une marge opérationnelle, on l'a vu, de 24%, une rentabilité des capitaux propres de 24%. Donc sur le papier, c'est vraiment un des plus beaux profils de tout le secteur mondial du sport. Meilleur qu'Adidas, meilleur que Nike aujourd'hui. Bah maintenant, on n'a plus qu'une chose à voir, évidemment, c'est l'un des outils. Vous aussi, c'est la droite de régression. Elle nous dit quoi? Bah, elle nous dit que ça semble pas très cher, non? C'est ça? On a un coup d'œil. Exactement. Et puis d'abord, rappelez-vous, pour juger si la pente d'une droite est crédible, on regarde ce qui en est le moteur, c'est la rentabilité des capitaux propres. Ouais. Et donc, voilà, rappelez-vous, pour résumer, la rentabilité, c'est le moteur, la pente, c'est la vitesse de croisière. Et maintenant, si on regarde ça pour Anta, on voit que le moteur, donc cette rentabilité des capitaux propres, tourne autour de 24%. Et la pente de la droite de régression, je vous l'ai mise, donc on vous l'a mis en vert, la rentabilité des capitaux propres, et la pente de la droite de régression, dividende inclus, est de 23,4%. On est sur des chiffres qui sont quasiment identiques. Ouais, donc la droite est parfaitement calibrée sur le moteur. Parfaitement. C'est la situation la plus saine qui soit. Le contraire absolu de Nike, où la pente reposait sur une expansion de la valorisation que les bénéfices ne soutenaient plus. Donc là aussi, enfin, si je comprends tout ce que tu viens de dire, Marie, là aussi, normalement, logiquement, la sous-cote devrait se transformer en croissance du cours. Exactement. Il devrait y avoir un rattrapage parce qu'on a vraiment des fondamentaux qui répondent parfaitement à ce que nous dit le graphique statistique du cours. Et rappelons-le, sur une société qui n'a jamais eu le moindre problème fondamental. Enfin, le moteur d'Anta n'a pas besoin d'être réparé. Il tourne à plein régime depuis 15 ans, rappelons-le, à près de 24% de rentabilité, année après année. Là, on n'est pas en train d'acheter un pari de redressement. On achète une machine qui est saine, régulière et qui est temporairement mal aimée des marchés. Bon, on a vu ce qu'on en pensait nous, ce qu'on en dit nous avec les chiffres et la droite de régression, mais est-ce que les analystes, ils sont d'accord avec tout ça, Marie? Eh bien, si on regarde un peu, on voit que les analystes qui suivent cette valeur attendent une croissance des bénéfices par action à 7%, 7,3% en 2026, 10,6% en 2027. Donc voilà, une croissance de l'ordre de 7 à 11% par an. C'est plus modeste que par le passé parce que les analystes restent prudents sur la Chine, mais ça reste une croissance qui est quand même solide et régulière. Et l'objectif de cours là-dedans? C'est là que ça devient intéressant. On voit qu'il y a un objectif de cours qui est à 104 dollars de Hong Kong, on vous l'a mis aussi. Donc c'est quasi plus de 50% par rapport au cours actuel. Donc là, on parle de la valorisation intrinsèque estimée par les analystes. C'est un des écarts les plus importants, le plus important, je crois, qu'on a vu dans la série. Et donc ça montre bien qu'actuellement, les marchés financiers price Anta comme s'ils y croyaient qu'à moitié, quoi. Ouais, et enfin, la valorisation, qu'est-ce qu'ils en pensent, les analystes du PER? Et bien là, on est à 13 fois 2025 et à peine 12 fois 2026, 11 fois 2027. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Adidas, on était aux environs de 20, peut-être même un peu plus. Nike aussi. Donc là, on a une entreprise qui croît plus vite que les deux autres, qui est beaucoup plus rentable, 2 fois plus rentable, et qui se paye presque 2 fois moins cher. Il y a une vraie anomalie sur ce dossier. Ouais, mais alors, si c'est si beau, parce que pour l'instant, on voit aucun point noir dans le tableau, pourquoi c'est si peu cher, Marie? Eh bien, il y a une raison, elle tient en un mot, c'est la Chine.
Ouais. Anta réalise, rappelons-le, l'essentiel de ses ventes en Chine. Et les marchés financiers appliquent aujourd'hui une décote massive à toutes les valeurs chinoises. Pour 3 raisons. D'abord, le risque géopolitique et réglementaire. Les investisseurs occidentaux se méfient de Pékin, des changements de règles brutaux, des tensions avec les US, etc. Ensuite, il y a la conjoncture chinoise. La consommation intérieure a ralenti, l'immobilier va mal, le moral des ménages est bas. On l'a vu, ça ne veut pas dire que ça va impacter les ventes d'Anta. Il y a un petit ralentissement, mais on reste sur une croissance bénéficiaire. Mais la Chine fait peur. Et enfin, plus largement, il y a une question de gouvernance et de transparence qui est toujours posée sur les groupes chinois et qui applique mécaniquement une décote. Ouais, donc la décote, en fait, elle est absolument pas sur l'entreprise aujourd'hui, mais elle est vraiment sur le pays. Exactement. C'est le cœur du débat. On n'a pas de problème de qualité d'entreprise, les chiffres sont magnifiques, mais on a une prime de risque Chine que le marché applique à tout le monde. Et après, une fois qu'on a dit ça, et si on est investisseur, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette décote pays ne serait pas exagérée sur une entreprise de cette qualité ou est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que ça ne nous crée pas une opportunité parce que Anta, on vient de le voir, ce n'est pas qu'une valeur chinoise, c'est de plus en plus un acteur mondial avec Amer, Arc'teryx, Salomon, Puma. Et cette internationalisation, là, on était à 20% en 2026, on sera sans doute à 30-35, on était à 20% en 2025 et on sera sans doute à 30-35 en 2026 avec les participations et la croissance très forte. Donc, plus le groupe va s'internationaliser, plus l'argument c'est chinois, donc c'est risqué, va s'affaiblir. Et donc, si le marché commence à revaloriser cette dimension de plus en plus mondiale du groupe, le rattrapage pourra se faire. Ouais, et quelques signaux plus court terme, allez, techniques pour compléter quand même et pour voir si c'est bien jusqu'au bout, Anta. Eh bien, regardons. Alors, vous le voyez en un coup d'œil, il y a eu un petit rebond du cours ces derniers jours, mais si vous voyez la moyenne mobile à 21 jours en rose et la moyenne mobile à 200 jours qui est en noir au-dessus, on voit que la moyenne mobile court terme en rose reste très en dessous encore, assez en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Et donc, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais qui indique qu'à court terme, la tendance reste orientée à la baisse. Donc, le retournement technique n'est pas encore confirmé, contrairement à Adidas, dont les moyennes mobiles venaient de se croiser à la hausse quand on a fait la vidéo. Donc voilà, il faudra surveiller ce croisement à la hausse comme un éventuel point d'entrée, mais ça veut dire aussi qu'on paiera l'action plus cher si on attend ce point d'entrée. C'est toute la question de l'investisseur, c'est est-ce que je cherche à optimiser mon timing, quitte à payer un peu plus cher, ou est-ce que je me dis le prix est bon, j'achète, et tant pis, je suis prêt à attendre 1 an, 2 ans que ça se retourne, en espérant que ce soit plus court, bien sûr. Mais voilà, ça c'est une vraie question pour les investisseurs, on ne pourra pas trancher à votre place. Si on regarde en vert les objectifs de cours du consensus, on l'a vu, le consensus estime qu'on vaut 50% de plus qu'aujourd'hui, mais on voit aussi qu'il y a eu un petit décrochage en avril, donc ces objectifs ont été significativement abaissés au mois d'avril, et depuis on stagnote à la baisse en gros. Hein. Donc voilà, là encore, on a des analystes qui ne sont pas encore en confiance. Quand il y a une confiance des analystes, les objectifs de cours sont redressés. Donc là encore, c'est un indicateur qui n'est pas positif. Voilà. Et pourtant, la dynamique commerciale, elle, reste excellente. Hein. La dernière publication, c'est celle du premier trimestre 2026. On a encore une croissance à un chiffre élevé de la marque Anta. Fila accélère, les deux, rappelons-le, hein, sur un marché chinois qui est un peu sinistré en ce moment. Ça ne les touche pas. Et les autres marques affichent encore 40 à 50% de croissance, ces fameuses marques internationales. Donc le moteur opérationnel ne faiblit pas du tout. Et donc c'est tout le paradoxe. Les affaires vont bien, mais le cours baisse et les analystes ont peur. Ouais, donc tu l'as très bien dit, hein, le fondamental est là, mais le marché attend un petit déclencheur. Exactement. Tout est en place, sauf le sentiment positif du marché. Et donc la décote est forte sur une entreprise dont la rentabilité n'a jamais flanché. Donc on peut se dire que le rattrapage potentiel est d'autant plus important. Maintenant, le vrai frein, il n'est pas fondamental, il est externe. C'est la défiance géopolitique sur la Chine qui comprime le cours. Donc, la question, c'est est-ce que ce risque pays va se détendre ou non. Voilà, il manque une étincelle qui va faire revenir les acheteurs, une amélioration de la conjoncture chinoise, la reconnaissance de la dimension mondiale du groupe, ou les deux. Ouais, et pour conclure vraiment cette vidéo et même globalement cette série, je pense, le fil rouge de notre série, la Coupe du Monde 2026, qu'en est-il pour Anta? Et contrairement à Adidas, le football n'est pas le terrain historique d'Anta, hein, on l'a dit. C'est pas l'équipementier des grandes sélections de la Coupe du Monde comme peut l'être un Adidas. Son ADN, on l'a mentionné, c'est le basket, le running et l'outdoor, surtout en Asie. Donc, il y a un lien quand même indirect avec le tournoi. Hein. Une grande compétition mondiale, c'est un pic de demande sur tout le sport, toutes marques confondues. Donc, c'est un vent porteur pour le secteur entier dont Anta profite. Ensuite, rappelons-le, avec Amer et bientôt Puma, c'est en cours, le groupe a désormais des marques qui sont plus exposées au football et au marché mondial. Puma notamment
équipe plusieurs sélections. Donc, ils ont quand même un pied indirect dans la fête à travers ces participations. Mais voilà, même pour Adidas, qui était beaucoup mieux exposé, la Coupe du Monde, c'est un catalyseur d'image, mais c'est pas le fondement du dossier. Anta, ça tient sur la qualité de sa machine, rappelons-le, sur sa décote, pas sur un tournoi. Et voilà, si on résume, c'est sans doute la plus belle valeur des trois, mais frappée d'une décote qui n'est pas la sienne, donc qui est très injuste, c'est celle de son pays. La question que chacun doit se poser, c'est est-ce qu'on accepte de payer une prime de risque chinoise sur ce qui est fondamentalement une des plus belles entreprises du sport mondial? Voilà, à chacun de décider. Ouais, une question que chacun tranchera donc selon son profil. Merci beaucoup, Marie, d'avoir fait cette petite vidéo sur Anta et même cette série de vidéos sur Adidas et Nike. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres suggestions de séries de vidéos ou autres. On a aussi analysé par exemple des portefeuilles, celui de Trump, celui de Rachida Dati avec Marie. N'hésitez pas à aller voir ça. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, à bientôt.